Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir une tumeur germinale maligne du testicule qui est le tératome de type adulte, qu'on appelle également le tératome post-pubertaire. Cette tumeur correspond à une prolifération qui contient des tissus somatiques qui doivent appartenir à une origine embryonnaire au moins. Ces origines embryonnaires possibles sont l'ectoderme, l'endoderme ainsi que le mésoderme. Il y a certaines informations qu'on devrait discuter déjà à cette étape d'introduction, c'est que tous les cas de tératome post-pubertaire, ça veut dire de type adulte, sont considérés comme des tumeurs malignes, même si on aura observé des tissus qui sont sans atypie cytonucléaire. Parce que les études ont démontré tout simplement que c'est des cas qui vont donner des récidives et surtout des métastases à distance. Donc voilà pour voir l'aspect morphologique de cette prolifération, de ce tératome post-pubertaire de type adulte. Quand il survient au niveau testiculaire, je vous ai choisi deux lames virtuelles. La première est celle-là, et c'est un choix qui est basé sur le fait qu'on aura observé dans cette lame un maximum de possibilités de tissus somatiques. Alors comme vous voyez, il y a une partie basse qu'on pourra immédiatement identifier, qui correspond à un parenchyme testiculaire qui est résiduel, vu qu'on observe à ce niveau plusieurs lumières, plusieurs structures tubulaires qui ne peuvent que correspondre à des éléments tubulaires séminaux, ça veut dire à des tubes seminifères. Alors la prolifération, on l'observe au niveau de la partie supérieure de notre prélèvement ici, qui a été prélevé à partir d'une pièce d'orchidectomie, et on voit déjà à ce grossissement le caractère qui est solido-kystique. On voit des zones qui sont solides et d'autres qui correspondent à des cavités qui sont kystiques. Alors il faut savoir que toutes ces cavités kystiques sur une prolifération de tératome vont être tapissées par un épithélium, et cet épithélium pourra correspondre à différents types, et c'est ça ce qui va nous aider à poser ce diagnostic de tératome. Ce caractère solido-kystique qu'on est en train de voir à ce faible grossissement va avoir bien sûr une traduction sur le plan macroscopique, puisque la masse elle présente souvent un caractère qui est solido-kystique déjà visible à l'œil nu. Alors, on va essayer de découvrir les différentes parties qu'on est en train d'observer, qu'on voit ici au faible grossissement, à un plus fort grossissement. Et je vais choisir pour ceci cette première cavité kystique. On voit très bien qu'elle est remplie d'un certain matériel éosinophile, et puis elle est revêtue par un épithélium qui a cet aspect assez éosinophile également. Et lorsqu'on va passer à un plus fort grossissement, on va découvrir immédiatement qu'il s'agit d'un épithélium de type malpighin, avec les différentes couches de cellules qu'on aura observées sur un épiderme qui est normal. On aura une couche qui est basale, puis après la couche épineuse. On aura également la couche granuleuse avec ces grains de kératoéline qu'on voit ici sous forme de corps qui sont basophiles. Et puis on voit également la présence de cette production de kératine en forme de lamelles. Tout ce qu'on voit ici et qui occupe la grande partie de la lumière de cette cavité kystique, c'est de la kératine. Alors, sur cet exemple, sur cette cavité kystique bien précise, on avait une rupture de cette cavité et ça a déclenché une réaction inflammatoire avec, comme on le voit ici, plusieurs lymphocytes et aussi des cellules géantes. Toutes les cellules comme ça, de grande taille, avec un cytoplasme éosinophile et qui sont dotées de plusieurs noyaux. C'est des cellules géantes de type corps étranger qui sont là pour dégrader et attaquer ces lamelles de kératine qui sont considérées comme un corps étranger. Alors on peut voir également, comme sur cet exemple de cette cellule géante, la présence de vacuoles à l'intérieur de leur cytoplasme et qui contient ce petit débris qui peut être que le débris de kératine qui a été phagocyté par cette cellule géante multinucléée de type corps étranger. Voilà, donc ça c'est un premier exemple d'épithélium, c'est l'épithélium malpighin, c'est tout simplement l'épiderme. Alors l'épiderme, il a comme origine embryologique ou bien embryonnaire l'ectoderme, et cet ectoderme peut également donner un autre type de tissu qui est le tissu neuronal. Malheureusement, il n'est pas visible sur ce prélèvement. Alors, le prélèvement, comme on l'a vu déjà au faible grossissement, ça montrait bien cette différenciation malpighienne. J'aimerais attirer votre attention sur la possibilité d'avoir un épiderme ou bien une différenciation malpighienne en général sur un tératome avec un aspect qui est autre que celui qu'on vient d'observer. C'est un aspect qui est assez clair. Alors, si je vous montre maintenant, par exemple, des foyers comme celui-là, celui-là ou bien alors sur une autre partie de cette prolifération, comme par exemple au niveau de ce foyer,
foyers. Ces foyers qui sont assez clairs, on pourra à première impression ne pas penser à une prolifération qui est de nature malpighienne. Et ce n'est qu'en passant à un plus fort grossissement qu'on va s'apercevoir qu'il s'agit bel et bien de cellules qui sont à caractère malpighien. Toutes les cellules qu'on est en train d'observer, c'est des cellules malpighiennes. Et à mon avis, on a à observer également des cellules qui rappellent un peu des cellules qui présentent un aspect en touche de piano qu'on trouve particulièrement au niveau de la gaine du follicule pileux. Donc voilà, donc premier type de tissu qui forme avec le tissu neuronal un groupe de tissus appartenant à l'ectoderme. Alors, je passe maintenant à un deuxième foyer et on se déplace vers cette cavité kystique. Donc ça rappelle ce qu'on vient de voir avec la production de kératine, mais en se déplaçant vers la droite maintenant, on a un changement de l'épithélium. Et ici, on a un épithélium qui est plutôt cylindrique avec des cellules qui sont assez hautes. Et puis, on voit certains caractères, notamment le caractère stratifié ou bien pseudo-stratifié des noyaux. Ça veut dire des noyaux qui sont placés à différentes hauteurs de notre épithélium. On a également un autre caractère, c'est la présence de ces cellules qui sont un peu globuleuses avec un caractère pâle du cytoplasme. C'est des cellules caliciformes. Un troisième caractère, c'est la présence au niveau du pôle apical de ces cellules de cils vibratiles. Tout ça, ça va poser ou bien nous aider à dire qu'il s'agit ici d'un épithélium qui est respiratoire. Alors c'est un épithélium respiratoire qui n'est pas tout à fait normal parce qu'on voit déjà une infiltration par des éléments polynucléés, ce qui veut dire qu'on a une infiltration et une exocytose par des éléments inflammatoires au niveau de cet épithélium. Et en plus de ça, on voit très bien que les noyaux sont de caractère atypique avec un caractère vésiculaire, ça veut dire blanc ou bien clair de la chromatine avec apparition de nucléoles comme par exemple à ce niveau. On voit également d'autres nucléoles qui sont un peu de taille plus importante et on pourra dire que c'est un épithélium de type respiratoire avec atypie cytonucléaire ou bien tout simplement dysplasique. On voit en sous-jacent un tissu qui rappelle un peu un chorion avec des éléments inflammatoires, essentiellement des lymphocytes. Alors, cet épithélium respiratoire, il a comme origine une origine qui est différente par rapport à celle de l'épithélium apighien, parce que l'épithélium respiratoire, il provient de ce qu'on appelle l'endoderme. Alors l'endoderme pourra nous donner également un autre type de muqueuse ou bien d'épithélium, c'est l'épithélium qu'on trouve au niveau gastro-intestinal. Alors sur cet exemple, on n'a pas d'exemple ou bien de tissu gastro-intestinal et c'est la chose que j'aimerais vous montrer sur un deuxième prélèvement, sur une deuxième lame. C'est une lame qu'on avait déjà utilisée pour l'étude du cas du choriocarcinome, c'était ce foyer à ce niveau, c'était un choriocarcinome qui était décrit ou bien qu'on avait décrit sur une tumeur germinale qui était mixte, assez remaniée par la nécrose, comme ce qu'on voit à ce niveau. Et puis, on voyait également à côté de ce premier foyer des foyers de carcinome embryonnaire à ce niveau et à ce niveau. Et on voyait également un troisième foyer qui, comme on peut le voir déjà au faible grossissement, il est de nature solido-kystique avec des zones qui sont solides et des cavités kystiques. On avait observé à plus fort grossissement déjà sur l'ancienne vidéo cette cavité kystique et on avait dit que l'épithélium qui tapissait cette paroi était un épithélium de type gastro-intestinal, vu que l'ensemble des cellules qui le forment étaient des cellules mucosécrétantes. Comme on peut le voir à ce niveau, on a des gouttelettes lipidiques qui ont un aspect assez clair au niveau de la totalité du cytoplasme des cellules. Alors les noyaux, ils restent généralement placés au niveau du pôle basal, mais avec un aspect et une pseudo-stratification qui devient un peu plus marquée focalement. Voilà, donc dans ce cas de tératome, on a la présence d'un épithélium de type gastro-intestinal. La ressemblance entre la prolifération tumorale et le tube digestif ne va pas s'arrêter ici et ne va pas se limiter qu'au niveau de l'épithélium, mais on aura également les autres couches qui vont essayer de mimer l'aspect du muqueuse digestive. Parce que, comme vous le constatez déjà, en sous-jacent à cet épithélium mucosécrétant, on a un élément ou bien un tissu conjonctif qui est assez large, qui est fait de cellules un peu fusiformes, allongées de petite taille, qui prennent l'aspect de fibroblastes. Et puis, on voit également une infiltration par des éléments inflammatoires. En plus de ça, on voit un tissu
musculaires. Tous les faisceaux éosinophiles qu'on voit ici, qu'on voit là aussi, ça correspond à des faisceaux musculaires lisses et comme vous le savez d'ailleurs, au niveau de la muqueuse du tube digestif, on a observé ce tissu musculaire lisse présent de façon normale. Et là, puisque la ressemblance elle est assez importante avec la muqueuse digestive, on parle d'une organisation qui est organoïde. Ça veut dire on a la prolifération qui essaie de mimer au maximum l'organe cible qui est dans ce cas une paroi digestive. Donc ça c'était pour vous montrer la présence ou bien la possibilité de présence de cette muqueuse de type digestif au niveau d'une prolifération qui correspondait à un tératome. Je vais revenir maintenant à notre premier prélèvement et continuer la discussion sur les différents tissus qu'on pourra observer. Donc on s'est arrêté vers la muqueuse respiratoire et digestive en étant deux tissus qui provenaient d'une origine qui est endodermique et on passe maintenant à un troisième type de différenciation ou bien troisième type d'origine qui est l'origine mésodermique. Alors mésoderme, ça donne normalement naissance à tous les tissus mésenchymateux qu'on a au niveau de notre corps, notamment comme ce qu'on observe sur ces nodules bleutés, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, ce qu'on voit là, ou bien le petit nodule qu'on voit à ce niveau ou bien à ce niveau. Alors je pense que vous avez déjà deviné la nature de ce tissu. Il s'agit d'un tissu cartilagineux. On voit très bien des cellules qui sont arrondies comme celle-là ou bien fusiformes et qui sont logées dans des cavités. On voit très bien la lumière ici en blanc. Ces cavités, on va les appeler des chondroplastes. Et puis les cellules qui sont logées à l'intérieur de ces espaces vont être appelées des chondrocytes. Alors autour de ces cellules, on a cette matrice chondroïde qui est d'aspect bleu et qui est assez homogène. Donc ça, c'est un exemple de différenciation cartilagineuse qui est d'un tissu qui appartient ou bien qui a comme origine le mésoderme. Les autres possibilités, à côté du cartilage et à côté du muscle lisse qu'on avait observé sur le deuxième cas, on a également l'os qui est possible à observer. Ça et tous les tissus qu'on vient de voir, ça correspond à des tissus qui montrent un aspect mature, différencié, exactement comme ce qu'on va observer chez un adulte. Alors il y a une deuxième possibilité, c'est la possibilité d'observer des tissus qui sont immatures ou bien qui sont dits embryonnaires. Le tissu immature le plus fréquemment observé dans un cas de tératome testiculaire de type adulte, c'est ce qu'on appelle le mésoderme primitif. Je vous montre ici une région, un foyer qui montre une lumière avec un épithélium de type respiratoire, et ce qui est autour, c'est ça ce qu'on appelle un mésoderme primitif. C'est quoi en fin de compte? C'est une prolifération qui est fusiforme. On a un aspect qui est assez allongé des cellules qu'on est en train d'observer, et puis c'est des cellules qui ne montrent aucun signe de différenciation. Ça veut dire en observant ces cellules, je ne peux dire ou bien prédire ni différenciation musculaire, ni cartilagineuse, ni osseuse, ni autre tissu mésenchymateux. Et en plus, on a une prolifération qui est assez cellulaire et qui est disposée sur un fond qui est dit myxoïde, caractérisé par cette teinte bleue, mais qui reste quand même pâle par rapport à la teinte bleue qu'on trouve au niveau de la matrice chondroïde, au niveau de ce nodule cartilagineux. Il y a d'autres possibilités également de tissus immatures qu'on peut observer dans cette prolifération et qu'on va laisser à la discussion lors de la récapitulation. Donc c'est exactement ça ce qu'on va essayer de faire maintenant. Le tératome, c'était une prolifération qui est maligne. Alors j'aimerais tout d'abord attirer votre attention sur certaines notions. Tout d'abord, la présence ou bien l'importance de la distinction entre tératome postpubertaire et prépubertaire. Il y a également la question qui se pose, est-ce qu'il y a un intérêt d'appeler un tératome postpubertaire mature ou bien immature, en fonction, ça veut dire des tissus ou bien de la nature des tissus qu'on aura à observer dans cette prolifération? La réponse, tout simplement, est non, parce que quel que soit le caractère de cette prolifération, ça va être toujours considéré comme une prolifération qui est maligne. Je vous mets bien sûr en description les liens pour les différentes lames, les deux lames qu'on vient d'observer. Et puis, c'est une tumeur maligne avec présence de tissus somatiques appartenant à plus d'une origine, à savoir ectodermique, mésodermique et ou endodermique. Le tératome testiculaire postpubertaire, c'est une tumeur qui est toujours considérée comme maligne, vu qu'elle a un risque, ou bien qu'elle présente tout simplement un risque de récidive et de métastase, et ce risque, il est fréquent. Cette prolifération peut comporter uniquement des tissus qui sont différenciés
appelés aussi matures, comme elle peut associer ces derniers à des tissus qui sont de nature immature, ça veut dire embryonnaire. La forme pure de ce tératome, elle est rare et concerne 4 à 9% de toutes les tumeurs germinales pures. La tumeur germinale mixte, elle va comporter une composante de tératome dans plus de 90% des cas. L'âge lors de l'atteinte, il est entre 30 et 40 ans et cliniquement, on aura la présence d'une masse testiculaire qui est ferme et indolore. Macroscopiquement, on aura observé une lésion nodulaire bien limitée et qui est ferme, et à la coupe, on aura un aspect hétérogène, souvent solidokystique. Microscopiquement, on aura ce mélange entre tissus de différentes origines. On aura observé des éléments qui sont soit différenciés ou pas. Les différenciés, comme on l'a vu, l'épiderme est le tissu neuronal appartenant à l'ectoderme, la muqueuse gastro-intestinale, respiratoire ou autres éléments glandulaires appartenant à l'endoderme, et puis l'os, le cartilage ainsi que le muscle appartenant au mésoderme. Il faut savoir que les éléments les plus souvent rencontrés, c'est les différents types d'épithélium, le cartilage ainsi que les éléments nerveux. Ne pas oublier qu'il y a possibilité de développement de lésions, de dysplasie au niveau des différents épithéliums observés. Et puis concernant les éléments immatures, l'élément le plus fréquemment observé, c'est les cellules fusiformes indifférenciées formant le mésoderme primitif. Les autres éléments qu'on n'a pas pu observer malheureusement sur les lames virtuelles, c'était l'endoderme primitif ainsi que le neuroectoderme primitif. Ça rappelle l'aspect du tube neural ainsi que du tissu nerveux embryonnaire. Le tissu blastémateux, ça veut dire l'aspect du blastème ou bien les tubules rénaux embryonnaires qu'on observe par exemple dans les cas du néphroblastome. Et puis le tissu rhabdomyoblastique embryonnaire. Il faut savoir qu'en matière de fréquence, il y a certains éléments qui sont plus fréquemment observés au niveau du testicule par rapport à l'ovaire, qui sont l'épithélium gastro-intestinal, le muscle ainsi que le cartilage. À l'inverse de ceci, le pancréas, les dents, le rein et la thyroïde sont moins fréquemment observés dans le testicule par rapport à l'ovaire. Fréquemment associé à ce tératome, on aura observé des lésions de néoplasie germinale in situ. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.